Mais écoutez, je pense qu'on peut peut-être, on peut On commencer. va commencer. Voilà, Voilà, monsieur Pelou va nous rejoindre. Alors, d'accord. bon, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire organisé dans le cadre des Jeudis du CLR. Vous savez que nous avons déjà organisé plusieurs de ces rencontres dont nous avons découvert les vertus lors du confinement, hein, puisqu'effectivement, il est bien pratique de communiquer ainsi sans avoir à se déplacer, sans avoir à louer des salles. Bon, ça ne se substitue pas au dialogue direct, mais quand même, c'est bien intéressant et nous allons le poursuivre. Alors ce soir, nous allons accueillir Monsieur Patrick Pelou. Monsieur Patrick Pelou que vous connaissez, hein, qui est médecin urgentiste, qui s'est fait connaître à l'époque lors de la première canicule. Vous vous souvenez qu'il avait mis en cause les pouvoirs publics pour cette mauvaise gestion de la canicule. On était en 2003. Et puis il a été collaborateur à Charlie Hebdo et il a cessé d'intervenir sur les questions de politique publique, notamment concernant la santé. Monsieur Patrick Pelou, donc, je le précise, a été président du jury des prix de la laïcité qui se sont déroulés donc il y a maintenant quelques jours. Et lorsqu'on lui a demandé de faire ce fameux rapport sur la prévention et la lutte contre la radicalisation des agents exerçant au sein des établissements de santé, il a remis ce rapport. Je me suis inquiété auprès de lui. Je lui ai dit, mais qu'est devenu ton rapport? Il m'a dit, je ne sais pas. Et nous nous sommes dit qu'il fallait quand même relancer ce travail. On a tous connu les aléas, les difficultés rencontrées par le rapport Robin, qui, il y a maintenant quelques décennies presque, mettait en garde les pouvoirs publics contre l'entrisme de l'islam radical au sein des écoles. On n'en a pas tenu compte. Et quelques années plus tard, Jean-Pierre Robin fait exactement le même rapport en disant « mais je vous l'avais dit, mais personne n'a voulu l'écouter ». Lorsque j'ai posé une question identique il y a quelque temps, là aussi, il y a quelqu'un qui nous avait alerté, il m'a dit « mais nul n'est prophète en son pays ». Donc le projet du CLR, c'est ce rapport, de faire en sorte que, après sa présentation, ce rapport puisse être connu de tous. Vous verrez, Patrick Pelou va l'aborder dans les détails, je l'ai lu personnellement, il y a quand même quelques alertes sérieuses. Et si nous continuons à faire la sourde oreille et à nous installer dans ce déni qui est si dommageable à notre République, eh bien, dans quelques années, on se dira, zut, on n'avait pas vu. Mais si, tous les éléments sont là. Qui plus est, le rapport de Patrick Pelou ne se contente pas de faire un état des lieux, il fait quelques préconisations, il analyse. Il a, je crois, rencontré plus d'une soixantaine de personnes, des représentants d'institutions, des praticiens. Il y a un certain nombre de documentations qui sont venues à l'appui de ses propres démonstrations. Bref, c'est un rapport qui mérite d'être mis en œuvre. Lorsque j'ai fini la lecture de ce rapport et lorsque nous avons décidé d'en faire un webinaire, j'ai eu envie de lire simplement les dernières lignes de ce rapport. Et vous allez voir à quel point elles sont saisissantes. En écrivant ce rapport et en faisant ce travail, j'ai acquis une conviction. Le système sanitaire et social est une cible du radicalisme, notamment islamiste, et nous devons le combattre. Il doit y avoir une mobilisation contre un système qui, par certains principes religieux, est une régression de l'éthique scientifique et du droit des malades. Ce n'est pas pour rien que, sur les sujets de procréation et de fin de vie, la mobilisation des religions demeure très active. Je fais le vœu que ces recommandations seront appliquées très rapidement et que ce travail sera étendu à l'ensemble du système de santé et social. Voilà. Et lorsque j'ai lu ces conclusions et que je me suis rendu compte du faible écho que ce rapport avait pour l'instant des instances gouvernementales, je me suis dit, essayons de participer donc à sa publicité. En attendant que M. Pelou arrive, Mme Sajbrigno, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce rapport? Alors, Gilbert, pardon, je vous rappelle, voilà. Madame Salvador, que vous êtes sénatrice, excusez-moi, vous êtes sénatrice du Val d'Oise, vous êtes sénatrice du Val d'Oise, vous avez été, nous nous sommes rencontrés dans le cadre des commissions parlementaires, dans le cadre de la fameuse loi sur le respect des principes républicains, voilà, et vous êtes membre du conseil scientifique sur les processus de radicalisation, Voilà. voilà, Et et puis, donc voilà. très impliqué. Ouais, et j'avais été rapporteure d'une commission d'enquête sur ce sujet au Sénat il y a 3 ans. Oui, oui. Alors d'abord, moi j'ai découvert l'existence de ce rapport
lors de la soirée que vous avez organisée, cette très, très belle soirée à Paris à laquelle j'ai assisté. Et vraiment, je vous en remercie parce que c'était un beau moment, vraiment un merveilleux moment. Donc, je vous renouvelle mes remerciements. Voilà, j'ai partagé quelque chose de très fort. Et donc, j'ai découvert, parce qu'il en a parlé au micro, ce rapport. Et le lendemain, je me le suis procuré. Parce que personne n'en a jamais entendu parler dans la vie publique, j'ai envie de dire, hein. Nous ne connaissons pas ce rapport et du coup, effectivement, j'ai appelé le lendemain, grâce à vous, parce que j'avais passé les coordonnées, Patrice Melot, et on a échangé. Et effectivement, c'est extrêmement inquiétant ce qu'il écrit, ce qu'il dit, ce qu'il constate. Mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de dire, d'alerter. Il fait des préconisations qui sont extrêmement intéressantes et qui ne sont pas si compliquées que ça à mettre en place. C'est comme dans tout, il faut de la volonté pour le faire. Et donc, je lui ai promis, même si, bon, voilà, on a tous des origines et des origines différentes politiquement, mais le combat pour la laïcité, le combat pour nos valeurs républicaines, pour moi, il n'a pas de couleur. Nous sommes avant tout des citoyens de ce pays où la laïcité doit être rappelée à chaque minute et à chaque seconde. Et je lui ai promis de refaire vivre et de ressortir son rapport pour le faire connaître. Donc chacun à sa place, moi à la mienne, de manière à ce que ce rapport, comme vous l'avez si justement bien dit, n'ait pas la même vie que le rapport Aubin, qui alertait effectivement il y a quelques années sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et vraiment, nous devons tous, à notre place, chacun à notre place, faire en sorte que ce rapport, on puisse le connaître et en tirer des conclusions dans l'organisation de notre système de santé aujourd'hui, parce qu'il a raison. Et si nous n'appliquons pas et si nous ne réfléchissons pas à ce qui se passe, nous aurons encore un système de santé à deux vitesses, où une partie de notre système de santé sortira des règles de la République, j'ai envie de dire, et où un autre système fonctionnera différemment. Donc voilà, moi je lui ai promis, je me suis engagée, je vais le faire, de manière à ce que le nouveau ministre de la Santé n'ignore pas l'existence de ce rapport et nous, en tout cas, puisse mettre en place certaines de ces préconisations qui ne sont pas compliquées. Elles vont peut-être heurter, comme à l'école, ça peut heurter, mais si nous n'acceptons pas, moi ça fait 10 ans que je le dis, mais tant pis, je continue à le dire, si on veut remettre du sens à tout ça, ça va heurter une partie de la population, mais une minorité de la population pour le bien de la majorité de ce pays. Donc tant pis, heurtons, disons, bousculons, mais nous n'aurons pas le choix dans ce domaine-là comme dans d'autres. Mais celui-là est extrêmement important et ce qu'il dit et ce qu'il constate est inquiétant, effectivement. Quel moyen avez-vous pour le faire connaître, ce rapport? Alors déjà, moi, je l'ai diffusé au sein du Sénat, hein, je l'ai diffusé. Et j'ai demandé au groupe, bon, c'est un peu de la technique parlementaire, vous savez que tous les mercredis, on fait une question au gouvernement, et c'est intéressant de le faire à ce moment-là, les questions au gouvernement, parce qu'on peut faire des questions écrites, on peut faire des lettres, mais les questions au gouvernement, elles sont entendues et il y a des traces. Donc, j'ai appelé le groupe auquel j'appartiens, et je voudrais faire une question au gouvernement un mercredi avant les vacances, sur ce sujet-là. Donc, j'ai l'accord de faire. Le problème, c'est que j'ai posé une question sur la laïcité dans l'école et sur les vêtements religieux à Papenda il y a un mois. Donc, il faut que je laisse un petit peu la place à mes copains. Mais je veux absolument, avant les vacances de Noël, qu'on me donne un créneau pour le faire un mercredi. Parce que pour le coup, le ministre sera obligé de me répondre. Et bon, comme moi, je n'ai pas l'habitude d'être spécialement douce sur ce sujet, je vais essayer. Voilà, je ne vais pas être agressive, je vais dire, l'avez-vous lu, en avez-vous pris connaissance et qu'allez-vous en faire, je vais dire, voilà. C'est important, il faut qu'on commence par là. Il faut qu'il y ait, je me suis engagée à le faire, je vais le faire. Vraiment. Merci. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir les amis, excusez-moi pour ce petit retard. Très, très bien. Patrick, nous avons donc évoqué ton rapport. Madame la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio nous a dit quels moyens elle allait employer pour le faire connaître, hein, pour faire en sorte qu'il ne connaisse pas, lui, le sort des précédents rapport Aubin. Voilà, maintenant nous t'écoutons pour que tu nous racontes un petit peu. Oui, pardon. Gilbert, juste une seconde, un petit détail technique. Vous pourrez bien sûr poser des questions à nos intervenants, à Patrick Pelloux et à Madame la sénatrice. Pour ça, vous utilisez le petit onglet Q&R, questions et réponses, qui est en bas de votre écran. Je vous demande, pour des raisons de praticité, de ne pas utiliser ce qu'on appelle discussion, c'est-à-dire le chat, mais bien questions et réponses. Voilà, merci. Je vous en prie. Et Patrick. Merci Jean-Pierre, à toi Patrick. Merci beaucoup Madame la sénatrice, chers amis, merci pour
ce moment qui est important parce qu'en effet, comme disait Madame la sénatrice, c'est bien beau de faire les rapports, mais alors quand ils ne servent plus à rien, ça ne sert strictement à rien de les faire. Alors, en fait, je tiens déjà à remercier, en fait, c'est surtout Jean Castex qui avait souhaité faire aboutir et mener ce rapport, qui est quelqu'un de profondément laïque et qui devait venir d'ailleurs à la remise des prix de la laïcité, mais il avait été pris par son audition à l'Assemblée nationale sur la présidence du conseil d'administration de la RATP, donc il ne pouvait pas venir, mais si ce rapport a eu lieu, c'est bien grâce à lui. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que, si vous voulez, il y a eu énormément de rapports sur la laïcité dans la fonction publique. Il y a même eu des mobilisations qui ont été importantes, hein, par politiques de personnel de la haute administration. Et donc, sont arrivés des rapports de la radicalisation dans la police, dans les transports, dans le sport, à l'éducation nationale, qu'on ouvert avec des livres, etc. Et il n'y avait rien en matière de santé. Bon, ce qui, vous le savez par mon histoire, a été quelque chose d'important à concrétiser. Et donc, comme ça, je dirais, dans le landerneau de la médecine, tout le monde savait que ça me passionnait. Donc, à chaque fois qu'il y avait des histoires, j'en avais vent. Et en fait, j'ai été mis au courant par une de mes collègues et amies qui était en stage en radiologie à Orléans, que le chef de service de l'hôpital d'Orléans, le chef de service de radiologie, qui était algérien, eh bien, il faisait arrêter l'activité du service 5 fois par jour pour faire la prière. C'était encore plus vicieux que ça, parce qu'en plus, il y avait une filière de soins réservée aux musulmans. Et en plus de ça, évidemment, il y avait toute la problématique sur la datation pour les avortements qui était vraiment sous surveillance, je dirais, pour ne pas dire plus. Bon, voyant ça, j'en parle à la direction des hôpitaux, et c'était Katia Julienne, qui est une femme absolument remarquable, qui se saisit du dossier, qui est un peu dubitatif, qui diligente tout de suite une enquête. Tout était vrai. Ils ont suspendu de l'activité de chef de service ce monsieur. Et voilà. Et ça aboutit. Et un jour, elle me croise, elle me dit, mais vous savez, on a un problème avec la laïcité dans le monde hospitalier, dans les établissements de santé, et personne ne veut s'en occuper. Elle me dit, écoutez, je me suis permis de glisser votre nom à Olivier Véran, et en fait, personne ne voulait ramasser le truc. Donc évidemment, moi j'étais très content de prendre ce dossier. Il m'a fallu 1 an et demi pour faire ce dossier, parce qu'en plus on est tombé pile au moment de la crise du Covid, donc ce n'était pas facile de travailler. Mais on a abouti à un document qui a été salué par tout le monde, hein. C'est ça quand même qu'il faut dire, c'est qu'on a vu à peu près 80 personnes et organismes. Et donc je vais vous détailler très rapidement les 19 points, hein, pour faire court, pour ne pas vous embêter. J'ai combien de temps, cher Gilbert, à peu près? Écoute, nous sommes jusqu'à 20h, mais Madame Eustache-Brinio nous quitte à 19h. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini à 19h. Maximum, j'ai fini à 19h. très bien. Et ensuite, on aura questions-réponses. Voilà. Non, mais moi, je suis c'est très important. Alors, d'abord, il fallait, si vous voulez, définir ce qu'était la radicalisation à l'hôpital. Ce qui n'est pas facile, parce que ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que les hospitaliers sont des gens très, très, très tolérants. Très tolérants. C'est-à-dire qu'on voit de tout, et depuis toujours, les soignants dans leur rang, bien sûr, vous allez me dire que ce n'est pas 100%, mais il n'y a jamais de 100% dans aucun système. Bon, c'est des gens très tolérants. Donc, d'un coup, il fallait poser ce qui était la définition de ce qu'est un acte de radicalisation. Et donc là, je me suis basé en fait sur les différents rapports qu'il y avait eu,
plus la charte de la laïcité. Donc, je me suis farci tous les nombreux rapports qu'il y a eu sur la laïcité différents, notamment beaucoup au niveau des assemblées. C'était passionnant. Donc, en fait, la définition de la radicalisation peut être entendue comme un processus par lequel un individu ou un groupe adopte des velléités de violence directement liées à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Évidemment, dans le social, la santé fait partie du social, bien sûr du politique, vous avez raison, elle est un petit peu transversale par tout ça. Et donc, j'ai retenu 3 critères cumulatifs, un processus marqué par des ruptures comportementales, très important, on va y revenir par les exemples que je vous donnerai, l'adhésion à une idéologie extrémiste, ça aussi c'est super important, et l'adoption de la violence, au moins en théorie, sous la pression d'un potentiel passage à l'acte ou parfois d'un simple soutien ou d'une apologie. Apologie, on en a eu, des simples soutiens, on en a eu. De fait, on n'a pas eu de passage à l'acte violent, mais je vous rappelle le dernier attentat qui a eu lieu à Londres il y a quelques mois, années d'ailleurs, et où en fait le type s'attaquait à un service d'urgence de Londres avec un engin explosif. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. Donc voilà ce qu'on a fait. Alors, les objectifs de la mission, c'était de contribuer à ce qui se passait. Il était hors de question d'aller vers quelque chose qui n'était pas dans le sens de tout ce que les services publics faisaient. On n'allait pas bâtir autre chose ou réinventer les choses. Il faut qu'on soit cohérent. Donc, on était là-dessus, avec, en regardant bien le devoir de neutralité, la non-discrimination de tous les agents publics, de manière à ce qu'on ne soit pas hors des clous et de la pensée qu'il y avait par rapport à tous les autres rapports. Donc, identifier le plus en amont possible tout comportement pouvant compromettre le fonctionnement d'un service public, garantir l'accès aux soins de tous sans risque de discrimination, c'est là où il y a un jeu assez compliqué pour la santé, et assurer la continuité des soins dans les établissements de santé. Donc voilà, donc on est parti là-dessus. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a voulu faire une présentation du cadre juridique et donc de rappeler justement la prévention de la radicalisation qu'il y avait au sein de la fonction publique. Alors, ça faisait suite, bien entendu, à l'attentat de la préfecture de police de Paris en octobre 2019 qui a fait 4 morts. Et évidemment, c'est là où je suis obligé de penser comme vous à Samuel Paty en octobre 2020. Il y a eu le dernier attentat vraiment en France avéré, c'était au niveau du commissariat de Rambouillet en avril 2021. Soit dit en passant, ça c'est mon job de médecin urgentiste, en fait on se fait de plus en plus à l'idée que les attentats vont être à l'arme blanche ou au sabre, enfin aux armes blanches en général. Je pense que les systèmes de police fonctionnent très bien sur les trafics d'armes et les armes de guerre. Donc, en fait, on s'attend justement, et vous savez très bien, il y a eu plein d'exemples que quelqu'un avec un couteau peut faire beaucoup de dégâts très rapidement et ça pose et ça nous interpelle. Donc, on ne partait pas de rien, parce que notamment avec des instructions du 13 mai 2016 sur la prévention de la radicalisation, en fait, les agences régionales de santé, vous savez, qui sont les organismes qui tiennent la politique de l'État dans chaque région, eh bien, vous avez un référent. Alors, ils avaient mis un référent laïcité, un référent radicalisme. Nous, on leur a dit, écoutez, fusion. Enfin, moi, ce que je leur ai dit, je leur ai dit, arrêtez de faire les deux, quoi, fusionner les deux. C'est exactement la même chose. Alors, nous avons travaillé sur les constats. Alors, les constats. On a ébauché. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le phénomène,
comment vous dire, les soignants, ce que je vous disais au début, ils sont très tolérants. Donc, du coup, quand ils voient des phénomènes de radicalisation des personnels, ils disent trop rien. En fait, ils laissent. Et on a eu des témoignages, notamment dans l'Est. C'était une aide-soignante qui est à la retraite du syndicat FO qui me disait: non, mais bon, nous, on avait un gars qui lisait le Coran, qui faisait du prosélytisme, mais bon, voilà, on va pas dire qu'il le prenait comme le gars qui est le doudingue, mais bon, c'était assez accepté, en fait. Il y avait pas de confrontation. Les soignants sont très tolérants, donc du coup, ils laissent passer. Ça, c'était quelque chose à comprendre et à voir qui est très important. Donc, il y a un très faible nombre de signalements d'agents hospitaliers, bien que le phénomène soit toutefois en augmentation depuis une dizaine d'années. Voilà. Une dizaine d'années, ça monte en puissance et vous verrez, notamment sur les associations cultuelles qui interviennent dans les hôpitaux, mais je vais y revenir, c'est là où ça pose un problème. Remarquez que, ça c'est important, les directions et les cadres hospitaliers sont plus sensibilisés à la laïcité, à ce que ça représente, que les médecins. Hein. C'est assez, et les soignants. Mais, à contrario, parce qu'on a discuté avec l'ensemble des syndicats des personnels. Les syndicats des personnels, hein, que ce soit CGT, UNSA, SUD, FO, on les a tous eus, ils sont au fait du système. Et, ça va vous parler, et les syndicats qui m'ont même posé la question de ce que c'était les syndicats des internes en médecine. Vous voyez, c'est ça qui était intéressant. Il y a vraiment une sous-culture, mais qu'on revoit un peu, si vous voulez, sur les idées qu'il y a actuellement sur le marxisme, etc. Tout ça, ça va avec. C'est-à-dire que d'un coup, la laïcité, j'avais même l'impression, en entendant une des vice-présidentes d'un des syndicats d'internes, que j'avais l'impression de lui parler d'une oppression avec la laïcité. Enfin, vous connaissez comme moi toutes ces interprétations. Bon, alors, après, nous avons défini, mais comme d'autres ont défini ça, c'est-à-dire il y a le processus de radicalisation, il y a le prosélytisme et il y a les atteintes à la laïcité. Alors, voilà, le processus de radicalisation. Alors, les situations en milieu hospitalier sont rares, d'accord, mais ça arrive. Alors, évidemment, il y a eu le cas, on cite à chaque fois, de ce neurochirurgien qui est parti faire de la chirurgie en Syrie en 2019 et qui est revenu et qui est, alors vraiment, il est dans l'apologie du terrorisme. Voilà, et il avait empêché d'aller il avait été arrêté en fait à la frontière turque. Bon, voilà, c'est vraiment euh, le cas très, très, très important. Alors, les actions de prosélytisme, donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Donc, je vous le disais, hein, c'est un infirmier dans un service de polyhandicapés dans l'Est parisien qui faisait part de ses croyances religieuses avec évidemment des propos antisémites. Je dis évidemment parce que ça va souvent de pair. Hein. Ça, plus l'homophobie, soit dit en passant. Ça va toujours un petit peu de pair. Donc, du coup, il y avait ça. On avait eu aussi des représentants hospitaliers ou des aumôneries. On peut outrepasser leur mission d'accompagnement du patient en accédant au service, en l'occurrence en pédiatrie, pour exercer leur influence sur des agents. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il faut que je vous explique. En fait, si vous voulez, il y a des associations de malades qui peuvent intervenir dans les hôpitaux. Bon, vous avez un préfet qu'on a rencontré qui est remarquable et qui nous a dit, bon, ben voilà, moi, je donne l'homologation à ces associations de pouvoir aller dans les hôpitaux. Alors, vous imaginez, vous êtes malade, vous êtes dans votre lit, puis vous avez quelqu'un qui passe, qui dit, je suis l'association machin bidule, d'accord, mais en fait, vous ne savez pas qui c'était. Et en fait, cet organisme d'État donne l'accréditation pour y aller. Mais le problème qu'il nous a évoqué,
c'est qu'il donne l'accréditation, en fait, juste sur les comptes et pas sur l'objet. Vous voyez? Et donc, lui, ce qu'il veut, lui, ce qu'il nous a demandé, ce que j'ai mis dans le rapport, il faudrait qu'il ait accès à l'objet. Ce qu'il disait, il y en a plein. Je voudrais juste vous donner un exemple. Par exemple, le Baraka City qui a été interdit il y a quelque temps, Baraka City allait dans les hôpitaux. Il faut quand même voir ce qu'on avait laissé faire. Bon. Après, les atteintes à la laïcité et devoir de neutralité, bon, là, les exemples que nous avons eus, évidemment, c'est le non-respect de l'interdiction du port de voile dans les établissements. Donc ça, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème et ça lâche un petit peu de toutes parts. Bon, les prestataires extérieurs, c'est-à-dire en fait les hôpitaux ont privatisé notamment les gens qui nettoient, qui font le ménage, etc. Et là, il y a beaucoup de femmes qui en fait portent le voile dans l'hôpital. C'est un vrai problème. Après, ça avait ému d'ailleurs le directeur général de la PHP, Martin Hirsch, après l'attentat de Charlie Hebdo. Il y avait une déviance des coiffes de bloc opératoire où en fait tout le monde s'était mis, enfin beaucoup de femmes s'étaient mises à porter systématiquement la coiffe de bloc opératoire. On ne peut rien dire. Sauf que beaucoup n'étaient pas dans le bloc opératoire. Donc Martin Hirsch avait dit, non, ces coiffes, c'est réservé au bloc opératoire. Donc ça posait problème. Et alors là, évidemment, mais vous verrez, je ne suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Enfin, pour l'instant, c'est inappliqué. Je vois Madame la sénatrice qui rit. Ouais, c'est vrai, c'est pas. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, mais bon, les étudiants en médecine, bon, quand vous parlez, quand j'ai fait mes études dans les amphithéâtres dans les années 80, il y avait pas un seul signe ostentatoire religieux. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Vous allez dans un amphithéâtre de médecine, bon, vous avez les voiles, les kippas, vous avez les croix. Enfin bon, on a l'impression, les premiers rangs ont l'impression qu'on est dans l'évangélisation. D'accord, c'est un vrai problème. Et évidemment, les étudiants et les internes en médecine, c'est vraiment dramatique. C'est dramatique. Ça dépend des médecins et des chefs de service qui ne veulent, comme d'habitude, pas faire de vagues. D'accord. Ou comme m'avait dit le doyen Rioux un jour, qu'un des grands doyens, des grands pontes dans la plus vieille tradition, je lui avais dit, mais on a un problème avec le port du voile, etc. Je ne faisais pas encore ma mission, il m'avait dit, non, il n'y a pas de problème, c'est leur liberté. Voilà. Voyez le niveau. Bon. Et j'avais réussi, à l'époque, je n'avais pas encore la mission, à faire appliquer le fait qu'elle ne pouvait plus porter le voile et plus d'objets et plus de signes ostentatoires, grâce à Martin Hirsch, je tiens à vous le dire, grâce à Martin Hirsch, parce qu'on avait joué sur le fait que les amphithéâtres étaient souvent à l'intérieur de l'hôpital, donc ils étaient à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, ils appartenaient à l'hôpital, donc ils faisaient partie, mais je vous rassure, évidemment, les professeurs de médecine viennent faire leurs cours quand ils viennent les faire, et il leur disait strictement rien. Voilà. Alors, la discrimination par certains soignants du patient en fonction de son genre pouvant mener à un refus de soins, à rapprocher en partie les comportements sexistes souvent identifiés. Donc ça, c'est quelque chose, on a eu des exemples, notamment un témoignage dans l'Est de la France qui indique le refus de prise en charge et d'accompagnement de la part de médecins de patients engagés dans une procédure de don d'organes. Voilà. Alors, c'était a priori dans une réanimation dans l'Est. Et on a interrogé après le chef de service qui se sentait, à mon avis, un peu fautif. Donc, il nous dit non, je n'étais pas au courant, mais j'ai beaucoup de médecins qui ont changé et tout. Donc, je pense qu'il s'était séparé de ce médecin pour ne pas faire de vagues. Mais en fait, en gros, en effet, vous savez, le don d'organes et ces choses-là, comme la fin de vie, on va y revenir, c'est vraiment des sujets par rapport à la laïcité et aux croyances religieuses qui est vraiment la ligne de rupture. Hein, voilà. Les pratiques déviantes, les pratiques déviantes, évidemment, c'est le parcours, je vous le disais, notamment sur les
les personnes LGBT+, c'est le don d'organes. Et évidemment, là, on retombe sur quelque chose qui est aussi une radicalité, hein, les transfusions sanguines. Mmh. Et ça posait beaucoup de problèmes. Alors, je vais y revenir, mais on est allé plus loin sur les étudiants étrangers. Je vous en dirai un mot. C'est très important à comprendre ce qui est en train de se passer, mais voilà, Madame la sénatrice, je compte énormément sur vous. Je vais vous dire pourquoi. Donc, les étudiants étrangers, alors je me suis basé, vous allez voir, c'est une des premières mesures que j'évoque, sur ce qu'a fait Florence Weber, qui était une ancienne conseillère de Bernard Kouchner, donc voilà, qui travaillait à la PHP et qui en fait faisait venir des stagiaires qui voulaient venir faire un stage. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine étrangers qui veulent venir faire un stage de quelques mois en France. Et ils ont fait un truc à la PHP qui était pas mal. Ils ont sorti le texte sur une page de la laïcité. Et donc, les étudiants qui viennent de l'étranger doivent signer ce texte. Alors, vous me direz, ah bah oui, mais ce texte, il fait partie il est noyé dans les textes. Non, mais vous savez, c'est comme vos contrats d'assurance, vous ne les lisez jamais. Vous ne lisez jamais le petit alinéa tout en bas qui fait que vous ne serez jamais payé. Bon, mais là, c'est pareil. Donc, en fait, ils ont sorti le truc en grand et ça a permis, hein, ils nous avaient dit, c'était une clause opposable, donc il leur avait dit, si vous ne signez pas ça, vous ne pouvez pas venir en France parce que vous ne respectez pas la loi française. Et donc, évidemment, d'Arabie Saoudite, Arabie Saoudite et Qatar, c'est des femmes qui voulaient arriver carrément en barbe à papa. Alors, ils ont dit, c'est pas possible que vous travailliez comme ça à l'hôpital. Et en fait, bon, bah, ils ne sont pas venus travailler, point barre. Les autres acceptaient et acceptaient et signaient le truc. Donc, voilà, ça, c'était quand même bien. Alors, juste un mot, après je passe aux recommandations, j'aurai fini à 19h. Les aumôneries hospitalières. Alors là, mes amis, nous avons, là, on a soulevé un lièvre. Donc, puisque nous sommes dans une société cartésienne et d'intelligence en tableau Excel, donc on est allé jusqu'au bout de ça pour montrer vraiment au ministre, Olivier Véran à l'époque, et lui dire, voilà, on a les aumôneries. Alors, je me suis fait évidemment insulter sur la poubelle de l'intelligence, c'est-à-dire Twitter, parce que je disais les aumôniers, et je m'étais fait insulter par des gens qui ne parlent pas bien le français, hein, qui sont chrétiens, qui disaient vous en prenez aux chrétiens. Non, aumônier, c'est tous les cultes. Hein. Donc vous avez 5 types d'aumônerie. Hein. Vous avez l'aumônerie catholique, l'aumônerie musulmane, l'aumônerie protestante, israélite, et puis les bouddhistes. Bon, eux, ils ne font pas de bruit, on ne les a même pas entendus, il n'y a même pas de représentants. Ils dépendent du ministère de l'Intérieur qui a tous les chiffres. Bon. Et là, il faut savoir, donc c'est une entrave en fait à la loi de 1905, puisque chaque année, en fait, le coût estimé de l'activité de l'aumônerie dans les établissements de santé, hein, en 2018, a été évalué à 13 millions d'euros par an. 13 millions d'euros par an. C'est pas rien, d'accord? C'est pas rien. Et en fait, c'est à mon avis une entrave, même si c'était dans la loi 1905, c'est une entrave, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des cultes. Alors, 80%, alors il y a 855 contractuels quand même, 855 personnes qui sont payées. 80%, c'est des catholiques, 6% des musulmans, 6% protestants, 4% israélites, et puis les derniers, c'est les bouddhistes. Bon, alors, ce qui est intéressant, les catholiques, j'insiste, c'est-à-dire que je les ai tous entendus, j'ai réfléchi, je savais où je voulais aller, je les ai tous rappelés pour leur dire, voilà les propositions qu'on fait. Donc, les propositions que je vous donne, elles étaient validées par tout le monde, d'accord, y compris par les aumôneries. Enfin, il y a une aumônerie, l'aumônerie musulmane qui ne voulait pas trop, mais bon, ça c'est normal, mais bon, ça, les autres étaient d'accord. Les cultes catholiques, en fait, ils sont pour la laïcité. C'est pour ça qu'ils ont créé même des diplômes universitaires de laïcité.
parce qu'ils ont compris l'intérêt du truc. Soit dit en passant, c'est l'État comme ça qui leur entretient leurs églises. Bon, voilà, donc ça, ils ont compris. Mais en gros, ils sont plutôt pour. Alors eux, dans chacun, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez une radicalisation? Les catholiques nous ont dit, ah bah oui, donc ils chassent civitas, évidemment. Ils chassent, vous savez, c'est ceux qui défilent déguisés en Christ dès qu'il y a un truc, comme quand il y avait eu la pièce, on a remis le prix de la laïcité à Jean-Michel Ribes, notamment avec ce qui s'était passé avec la place Golgotha Picnic. Bon, voilà. Après, les musulmans. Alors, musulmans, eux, ils nous demandaient encore plus de pognon, encore plus de monde parce que tout le monde est malade. Et il faut les musulmans, on est demandé, etc., etc. Et en fait, le responsable du culte musulman, voilà, il favorise en fait les imams qui viennent du Maroc et de Turquie. D'accord? Donc là, si vous voulez, il y a un problème de choix qui est vraiment pressant. Et quand on lui a demandé s'il y avait une radicalisation, il nous a dit oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne le crois pas, mais bon, il disait. Le culte protestant, alors eux, ils sont arc-boutés sur la laïcité, mais vraiment, hein, et ils se battent, mais vraiment, hein, ils se battent contre les évangélistes. Voilà. C'est un Hein, vrai les sujet. évangélistes, les scientologues, etc. Alors là, ça pullule, ça pullule, ça pullule. En gros, vous les voyez, de toute façon, juste une parenthèse, mais toutes tous ces groupuscules qui naviguent autour de l'hôpital avec des idées soi-disant très compatissantes, en fait, ils font du prosélytisme, ils visent toujours les extrêmes de la vie, c'est-à-dire la naissance et les fins de vie. Et donc, dans les fins de vie, évidemment, ce sont les services de cancérologie. Hein, ça, alors là, à chaque fois, ils y sont à fond. Écoutez, les Israélites, on leur a proposé 3 ou 4 fois, ils n'ont jamais voulu nous répondre. Hein, voilà. Donc, on a vu de beaux exemples, juste pour terminer sur l'exercice des cultes. En 2019, il y a une chapelle qui est devenue œcuménique à l'hôpital, dans un hôpital de région en Bourgogne-Franche-Comté. Et il y a un hôpital dans la région du Grand Est qui a mis en place une aumônerie œcuménique rassemblant l'ensemble des cultes. Parce qu'on n'est pas contre, si vous voulez, les cultes. Hein, vous voyez, parce que vous voyez, les gens, 94% des gens meurent à l'hôpital. Bon. Et les gens, même ceux qui vous disent je ne crois pas, au dernier moment, il y a une croyance, il y a un truc, il faut le respecter. Écoutez, ça les apaise et tout. Il faut favoriser ça. Mais entre aider les gens et porter cela, qui fait partie du soin, c'est évident. Et moi, je connais des aumôniers qui font un travail formidable et tout, bon. Mais de là à laisser des associations type Baraka City et des gens qui commencent à remettre en cause les soins, à vouloir intervenir, à dire il ne faut pas mettre ça, ça. Il y a quand même un truc qui est problématique. Alors, 18h41. Alors, les mesures, c'est facile. Je veux rendre obligatoire et systématique la signature de la charte de la laïcité lors de l'embauche de tout agent exerçant en établissement de santé. Ça veut dire quoi? Alors, ça a été un débat très intéressant avec les syndicats. Parce que les syndicats, moi je trouve qu'on a une richesse d'avoir les syndicats professionnels, ils m'ont dit, ben, ces textes existent déjà. Ils font partie du texte de la fonction publique. Oui, mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est le petit alinéa en bas des assureurs qui font qu'ils ne vous rembourseront jamais. Donc, il faut sortir ce texte, il faut que ça soit lisible. Donc, du coup, et quand je dis l'ordonnance de tout agent, quand je dis tout agent, ce que je détaille dans le texte, c'est-à-dire c'est tout le monde, y compris, figurez-vous, les étudiants. Et ça a été intéressant parce que ça a été un débat avec le doyen des doyens, qui est maintenant le doyen du Kremlin-Bicêtre. C'était un débat avant avec le doyen de Tours, qui, bien sûr, au début, se demandait ce que je voulais. Et au début, ils se sont arc-boutés, vous les connaissez, derrière l'université, c'est de la liberté, pas question, machin. Et je leur ai, et on a progressé ensemble. Je me garderai bien de croire que je peux influencer les éminences universitaires, mais j'ai réussi quand même à leur faire passer l'idée que, y compris les étudiants en médecine, lorsqu'ils vont prendre leur job d'étudiant dès la première année,
dès qu'ils ont un contact avec un malade, hop, ils signent la charte d'engagement de la laïcité. C'est donc une première qui ferait que des étudiants dans des statuts universitaires signent la charte de la laïcité. Je dois vous dire que je ne suis pas peu fier de cet exploit qui a été validé, je vous le rappelle, par l'ensemble de mes collègues des syndicats divers et variés, etc. Ça a été validé par tout le monde. Et ça, j'étais contre. Alors pourquoi je pense et je regrette que le ministère et le ministre de la Santé ne se repenchent pas là-dessus. Je voudrais vous dire, parce que je siège au Conseil de l'ordre sur la validation des acquis professionnels. Alors, vous savez, c'est tous ces médecins étrangers qui sont avec des sous-statuts en France, etc., qui ont été exploités pendant des années, on comprend tout à fait. Et donc, on est en train de les titulariser. Bon, enfin, titulariser, on va leur donner le libre exercice, etc. Donc, ça représente, écoutez, ça représente 9000 praticiens qu'on va autoriser à avoir l'exercice d'ici le mois de juin de l'année prochaine. Bon. Il y en a plein, parce qu'on prend tout le monde, hein, on prend. Et je pense qu'il y a une différence entre, comme l'autre jour, on a reçu un Algérien qui a 64 ans, qui a travaillé avec des statuts très précaires à l'hôpital, qui est remarquable, etc. Il pleurait en disant « mais je voudrais juste cette reconnaissance, c'est le but de ma vie et tout ». Bien sûr, on lui a donné, évidemment. Bon. Et il y a une différence avec ceux qui arrivent de pays où on ne sait pas ce qui se passe et où il n'y a pas la laïcité. Et où, souvent, notamment Arabie Saoudite, on en titularise, ils viennent de pays qui ont les lois religieuses. Et donc là, à l'heure actuelle, quand on les valide sur leur connaissance, personne, c'est même pas dans notre grille de validation, leur demande, mais est-ce que la laïcité, vous allez l'appliquer, vous y croyez, etc. Et c'est un vrai problème. Parce que j'avais vu François Braun fin août, et je lui avais dit, alors il m'avait dit, oh, il faudrait prolonger ta mission, est-ce que tu voudrais bien la prolonger? J'ai dit oui, il m'a jamais, on est le 24 novembre, je n'ai jamais rien reçu. Et je regrette parce il faut appliquer ça. C'est-à-dire que là, on va en titulariser, vous avez plein d'hommes et de femmes qui viennent. C'est comme ça parce qu'on a été infoutus d'augmenter le nombre de médecins en France. Donc maintenant, on les fait venir et on pille donc des pays où ils vont avoir moins de médecins. Bon, c'est comme ça. Mais on ne vérifie pas s'ils sont d'accord avec ces lois sur la laïcité, qui est quand même absolument hyper important. Voilà. Alors après, ça, je vais aller plus vite, je vais accélérer. Il faut faire appliquer une neutralité de tous les agents publics et des sociétés extérieures qui viennent. Et c'est pour ça que ce que je vous laisse, c'est que vraiment la laïcité soit réinscrite quand un établissement de soins va valider un contrat de marché public, il faut que la laïcité soit marquée dedans. Parce que ce n'est pas possible et ce n'est pas de laisser faire. D'un côté, vous obligez, puis de l'autre, les entreprises arrivent. C'est ces ouvriers qui, d'un coup, écoutent la prière dans l'enceinte de l'hôpital. Ils sont divers métiers très importants, ils travaillent très bien, le problème n'est pas là, mais d'un coup, vous savez que maintenant, vous entendez la prière avec des applications. Et voilà, bon, c'est pas possible. Alors, il faut pour cela créer et renforcer les modules de formation initiale sur la laïcité et le fait religieux pour les personnels soignants et administratifs. Alors là, les amis, c'est une mobilisation générale. C'est-à-dire qu'il y a plein de professions, en fait, la laïcité, en matière de formation, ça dépend des gens, il n'y a aucune obligation, personne ne sait de quoi on parle. Et donc, du coup, vous avez, pour en avoir parlé avec Gilbert à de nombreuses reprises, vous avez en fait des gens qui disent la laïcité est une oppression. Vous voyez, puisqu'on n'a pas expliqué, donc ça devient une oppression. Quoi, les femmes, elles peuvent porter le voile, etc. C'est comme ça. Déployer des formations continues obligatoires dédiées à la laïcité, aux faits religieux, à la prévention de la radicalisation pour les personnels soignants, techniques et administratifs, c'est-à-dire tout le monde. Et alors, c'est là où, si vous voulez, il y a une journée sur la laïcité, mais il faut la faire vivre beaucoup plus que ça. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut organiser des événements réguliers, bien affichés,
la charte de la laïcité. Là, actuellement, c'est des petites photocopies, vous savez, c'est pas joli et personne ne les lit, en fait. D'ailleurs, en plus de ça, il faut souvent avoir la vision vraiment d'un rapace ou d'une abeille pour pouvoir les lire parce qu'ils voulaient les mettre en taille 8, donc personne ne peut les lire, c'était complètement idiot. Tout est fait pour pas que ça soit. Mettre en place un suivi de qualité de signalement et en cas, sur des cas observés avec les agences régionales en cas d'atteinte à la laïcité. Alors là, je vais vous dire, moi, je pensais que les rapports, quand vous les rendez à l'État, en fait, je pense qu'ils sont d'autant plus applicables. Je me suis trompé, parce que le mien, ils ne l'ont pas appliqué, mais ils sont d'autant plus applicables qu'ils coûtent 0 €. Et moi, j'ai fait un truc à 0 €. C'est-à-dire qu'en fait, le signalement, en fait, je me suis rapproché de l'unité de coordination de lutte antiterroriste et en fait, c'est leur job. Et en fait, ils ont un petit standard, ça marche très, très bien. Bon, bah voilà, vous avez un signalement, vous les appelez, vous dites écoutez, celui-là, c'est un peu bizarre, c'est pas de la dénonciation, hein, il va pas aimer. Ils font une enquête, ils ont accès, c'était Bernard Cazeneuve qui avait fait ça, et ils ont accès et ça marche très, très bien. Et justement, en fait, vous avez 90 personnels soignants en France qui sont suivis fichier S, qui sont suivis pour radicalisation, et il y a à peu près 10 médecins. Voilà, donc alors ne dites pas que c'est rien, parce qu'il n'y avait pas ça avant. Et donc en fait, il y a une lame de fond. Il y a une lame de fond qui est en train de progresser, hein. C'est comme, quand d'un coup vous voyez, le magazine de la santé, qui interroge une pédiatre, de Montluçon qui vient de démissionner de ses fonctions et qui arrive totalement, à Allez. Ah ouais, aller. hallucinant. C'est insensé. Interrogé par un médecin qui, dans plusieurs tweets, a fait l'apologie du port du voile. Enfin, c'est assez bizarre, hein. Mais bon, je sors du sujet, mais c'est assez étonnant, quoi. Alors, promouvoir les travaux de recherche sur les phénomènes de radicalisation, bah ça va dans le sens de la personne que le comité m'a fait le plaisir de souligner ses travaux. C'était pour souligner les travaux de David Cohen, qui travaille énormément sur la radicalisation, et notamment ce qu'on va faire des radicalisés qui reviennent de Syrie. Donc ça, c'était vachement bien. Donc, lancer une campagne de communication nationale sur le numéro vert de signalement dans les établissements, ce qui n'a jamais été fait, dans les établissements de santé médico-sociaux. Bon. Développer une méthode à disposition des services juridiques et de RH de la prévention et le traitement des signalements allant des atteintes à la laïcité au signalement de la radicalisation. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous a été rapporté, c'était un exemple qui était très drôle à l'hôpital Necker. Parce que tu sais, l'hôpital Necker, c'est le symbole de l'hôpital des enfants malades, etc. Et donc, voilà, il se débrouille pour essayer d'y rentrer. Et un jour, le directeur, Nicolas Delpech, qui est vachement bien, il est alerté par les infirmières, là encore, pas par les médecins, mais par les infirmières, hein, honneur aux infirmières, par des barbapapas qui étaient arrivés, tout en noir, qui faisaient peur aux enfants d'ailleurs, soit dit en passant, et qui faisaient vraiment du prosélytisme sur l'islam. Et en fait, elles sont arrivées et elles avaient des documents rédigés par des avocats avec tous les éléments de langage pour dire qu'elles avaient le droit. Mais, vous voyez, en fait, ils prennent en fait ils jouent la loi à l'envers. Vous voyez, c'est comme des féministes qui disent mais le port du voile, c'est la liberté des femmes, la laïcité, c'est l'oppression des femmes. Vous voyez, on marche sur la tête. Donc, du coup, c'était l'idée de renforcer et de développer des dispositifs juridiques pour aider les directeurs justement à éviter ça. Renforcer le contrôle des personnels hospitaliers par un meilleur partage d'informations sur les profils à risque. C'était le fameux exemple de Benyetou, qui était le mentor des frères Kouachi Charlie Hebdo et qui en fait travaillait justement à la Pitié-Salpêtrière, qui le jour de l'attentat, comme par hasard, était juste au-dessus de la salle où arrivent les victimes. Il était très très bien renseigné et on sait qu'il faisait du prosélytisme dans le service de psychiatrie pour essayer de convertir des malades. Bon, ben voilà, et il y a eu des enquêtes, il a été blanchi, donc voilà, mais c'était les doutes qu'on pouvait avoir. Et donc, c'était vraiment le contrôle, ce contrôle-là qui est vraiment très, très important à mettre en place.
actualiser le cadre juridique des aumôneries hospitalières et proposer un débat sur l'évolution de leur financement. Bon, moi, vraiment, si vous voulez, l'hôpital est exsangue de financement, hein, et qu'on continue à mettre 13 millions d'euros par an sur les aumôneries. Je dois vous avouer, je préférerais qu'on les mette sur le personnel soignant. Mais c'est vrai, vous allez me dire, bah oui, mais je suis contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que l'accompagnement fait partie du bien-être du malade. C'est vrai, mais si vous voulez, nous sommes à l'heure des portables. Vous voyez, je vous parle de mon bureau. Bon, bah, voilà, vous vous dites, bah, l'aumônerie, elle pourrait peut-être évoluer, hein. Bon, voilà, c'est peut-être ça. Je l'ouvre un débat. Je ne dis pas que j'ai raison, j'ouvre un débat. Ensuite, renforcer l'encadrement des associations, c'est ce que je vous disais avec la demande de dire qu'il faut renforcer les intervenants dans les établissements de santé médico-sociaux parce que c'est hyper important. Encourager la création de lieux de culte œcuménique. Je pense que ça, c'est important pour justement le savoir vivre ensemble, hein, et qu'ils apprennent ça. Sur les pratiques médicales, réaffirmer la primauté du soin et renforcer la surveillance des dérives médicales. Donc ça, la balle est dans le camp du monde de la médecine. Et ben, voilà, si vous voulez, si j'avais continué mon rapport, c'était l'item 14 qu'il fallait absolument détailler, je pense. Poursuivre les travaux engagés sur la psychiatrie, ça c'était mon coup de main à mon ami David Cohen, mais à tous les psychiatres qui sont confrontés à ça et ces problèmes. Et là, l'item 16, mon rapport devait s'intéresser aux établissements de santé. Et la petite histoire, quand j'ai commencé, j'ai reçu il y a eu une dépêche d'un syndicat de médecins libéraux qui a dit: mais comment se fait-il que vous vous intéressez au radicalisme seulement à l'hôpital? On a un problème en ville. Bon, je me suis dit, bah, donc d'un coup, j'ai appelé le gars, je lui ai dit: discutons. Il m'a dit: non, non, mais vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une communautarisation du soin, d'accord, c'est-à-dire que des gens musulmans vont voir des musulmans, etc. Ça, bon. L'acte de la médecine est conditionné à la croyance religieuse. C'est un vrai problème, d'accord. Et bien pour l'instant, il ne se passe rien. C'est vrai ça. Rien. Et ça, c'est terrible. Et donc les médecins libéraux, hein, m'ont dit, hein, leur désappointement quand ils ont des gens qui viennent en disant, bah, ça va être le ramadan, je veux un arrêt de travail d'un mois. Ceux qui disent: vous examinez pas ma femme, quoi, vous avez examiné ma femme, c'est un viol, etc., etc. Enfin, vous voyez, ils ont tout ça. Il faut comprendre que c'est extrêmement difficile. Donc, du coup, je pense qu'il fallait poursuivre ce travail sur le secteur libéral médico-social, parce que vraiment, vous savez, on n'en parle jamais, mais vous savez, c'est tous ces gens qui sont au front, comme ça, au front du truc qui pose vraiment problème. Alors, 3 derniers points, c'est renforcer le rôle des référents radicalisation et laïcité, parce que je ne pense pas qu'il y ait besoin de mettre un fonctionnaire pour chaque, mais un suffit, d'accord, pour travailler là-dessus. Améliorer le circuit du traitement des signalements et de la coordination des acteurs, parce que beaucoup d'établissements ne sont pas au courant qu'ils ont des fichiers S qui travaillent chez eux. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, si vous voulez, l'attentat qu'il y a eu à la préfecture de police de Paris, en fait, le type qui a tué quand même 4 policiers, il faisait partie de la police, hein. Donc, ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il y ait comme ça un carnage qui ait lieu dans un système de soins, quoi, et qu'on s'aperçoive après que la personne était connue. Et renforcer l'interministériel sur le terrain pour favoriser un meilleur partage d'informations. Vous me direz, c'est un truc un peu tarte à la crème, mais c'était important de le dire et d'inscrire justement la démarche qu'on a fait avec ce dossier dans une démarche beaucoup plus globale. Je termine par là. Je vous recommande le film pour comprendre les problèmes dans lesquels nous sommes là, présents. Le film qu'a fait Solène, qui était une amie de Charlie Hebdo, mais qui l'a fait sous un pseudo qui s'appelle Marie Claverie, Blasphème au Pakistan, où vous voyez, vous mesurez. Chers amis, je vous rappelle que le type qui a poignardé les gens devant les anciens locaux de Charlie était pakistanais et appartenait au TLP.
Bon, on va en entendre parler dans les années futures. Ce qui se passe au Pakistan est très inquiétant. Il y a une communauté pakistanaise, notamment en France, mais surtout à Paris, qui est très, très importante. Et forcément, vous avez des radicalisés là-dedans. C'est pour ça que il faut vraiment qu'on soit extrêmement vigilant et que n'oubliez pas, hein, en défendant la laïcité, on lutte contre le radicalisme. On lutte contre le radicalisme, vous luttez contre, évidemment, le terrorisme. Et j'ai fini 2 minutes avant. Voilà. Merci Patrick. Madame la sénatrice, vous avez… J'ai resté encore 10 minutes. Et puis, Bon, très bien. Alors, est-ce que… Oui, Alors, vous avez déjà pris l'engagement de donner au travail de Patrick Pelloux la plus grande diffusion, la plus grande publicité. Et est-ce que vous avez une question à lui poser avant de nous quitter? Alors, moi, je l'avais lu, j'ai tout lu, hein, puisque son rapport pour pouvoir m'imprégner de tout ce qu'il a dit ce soir. Moi, je voulais revenir, et il a raison d'insister, même s'il n'a pas pu aller jusqu'au bout, sur la proposition 16 sur le secteur libéral. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est de mettre en place dans toutes les villes des maisons de santé, Et selon les quartiers, selon les villes, il y a un vrai sujet sur ce domaine-là. Moi, je viens dans ma ville, on en a ouvert une. Évidemment, le maire, comme c'est une maison de santé dont les locaux appartiennent à la mairie, bah, il auditionne tous les médecins et spécialistes qui veulent travailler. Et entre nous, aujourd'hui, beaucoup de femmes voilées candidatent. Et nous, on n'en veut pas. Parce que comme c'est dans un quartier populaire où il y a effectivement une population musulmane, nous, on ne veut pas faire ce communautarisme dans les maisons de santé. Il y a un vrai sujet dans les maisons de santé qui bénéficient en plus de dotations publiques, hein, pour ouvrir, hein. Donc ça, c'est un vrai sujet, les maisons de santé, parce qu'elles ouvrent dans des quartiers populaires où il y a quand même un entrisme islamiste évident un peu partout dans ce pays. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, sur les communautés pakistanaises, c'est un vrai sujet aussi. Moi, dans le Val d'Oise, tout l'est du département, il y a un écosystème pakistanais qui est extrêmement inquiétant. Et vraiment. Et c'est une population qu'on n'avait pas l'habitude de connaître, qui est en France pour beaucoup depuis une dizaine d'années. Ils ont un peu dormi pendant 10 ans pour ne pas se faire repérer, mais je peux vous assurer que sur la communauté pakistanaise, il y a un vrai souci. Vrai souci. Voilà. J'entends pas Patrice qui est en train de parler, il a dû couper son micro. Non. Voilà. Les Pakistanais, c'est un vrai sujet, hein. Je déborde du sujet de la conférence, mais regardez ce film, c'est terrible. Ouais. Et sous couvert, ils détestent la France. Je sais. Ils détestent la France. Parce que pour eux, on est le pays du blasphème et on doit tous. Donc, vous avez ce discours-là, qui est un discours qui rappelle furieusement les discours qu'il y avait par les frères musulmans, etc. C'est vraiment, bon, ça c'est une parenthèse. Mais vous avez raison, et c'est ce que je voulais faire, ce que j'avais dit à François Braun. Je lui avais dit, mais moi, il faut continuer ce boulot. Parce que vous savez, je ne voudrais pas parler, mais j'avais fait un rapport pour un certain Aurélien Rousseau, qui était alors directeur de l'Agence régionale d'Île-de-France, qui est maintenant le directeur de cabinet de la Première ministre. J'avais fait un rapport sur la permanence de soins, qu'il n'a jamais lu. Peu importe. Mais à chaque fois que je le faisais, on m'avait mis en couple avec le responsable de l'URPS, qui est Georges, qui est formidable. Et à chaque fois, j'avais donc reçu toutes les unions régionales de professions de santé de l'Île-de-France, plus les groupements, les CPTF, les groupements de territoire de santé, etc., tout ça. À chaque fois, à la fin, je leur posais la question. Je leur disais, mais alors, vous avez un problème? Je vous jure, tous avaient un problème. Et c'est le début. C'est-à-dire que vous avez raison. C'est-à-dire des femmes voilées qui font et qui voient des femmes voilées. C'est ça. Un enfermement, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et d'un coup, le collègue qui habitait Toulon, il me disait, mais c'est l'enfer. Les types viennent pour demander des certificats de virginité, demandent les circoncisions, demandent les excisions, et vous avez tout ce petit monde qui en fait gravite et fait les trucs, les pratiques religieuses qui sont interdites, hein, maintenant. Je rappelle que l'excision, même la circoncision, c'est des choses qui sont vachement encadrées et tout, mais ça part dans tous les sens. et Bon, en tout c'est cas,
En tout Merci. cas, votre rapport, moi, je me suis engagée à le faire vivre, donc je vais le faire vivre, hein. J'ai expliqué au début que j'allais essayer de me coincer dans les questions de gouvernement avant les vacances de Noël pour en parler. Et puis, je vais voir aussi si on peut vous auditionner au Sénat. Enfin, je pense que voilà, on peut pas enfin, le rapport Aubin, on disait ça tout à l'heure, il a été mis dans le tiroir pendant 10 ans. Et puis, on s'aperçoit que le rapport Aubin, effectivement, si on en avait tenu compte dès le départ, on n'en serait pas là. Donc, ne faisons pas la même erreur dans le milieu hospitalier. Vraiment, vraiment. Merci Sur beaucoup. moi, je ferai tout pour qu'on puisse aller plus loin que cela. En tout cas, j'étais ravie de prendre connaissance de ce rapport après notre rencontre à Paris et comptez sur moi. D'accord? Et en tout cas, merci infiniment de m'avoir invité à cette visio ce soir parce que ce sont des sujets partagés par nous tous ce soir et on le fait dans l'intérêt général de notre pays qu'on aime tant. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui me porte. Voilà. Merci, merci Madame Sage-Brenio, Merci. merci d'avoir À participé très à cette bientôt. À très Voilà. bientôt. À très Et nous bientôt vous à tous. suivrons, et nous suivrons vos démarches. Oui, Hein, et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. D'accord? Ok. Merci. Merci infiniment. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bien, nous avons un certain nombre de questions. Moi, je voudrais te poser la première, Patrick. Est-ce que un certain nombre de directeurs d'hôpitaux, de directeurs généraux d'ARS ayant eu connaissance de ce rapport se sont manifestés ou sont-ils restés aussi silencieux que le ministre? Euh, il y a- Quand le rapport est sorti, il y en a beaucoup qui ont appelé, en fait. Il y en a beaucoup qui ont appelé, qui étaient mobilisés, qui voulaient faire des choses. Mais écoute, c'est tout leur talent et leur profession de la haute administration. Ils ont attendu les directives, les lettres, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, en fait, tout est resté par terre. Parce que la directrice des hôpitaux, Katia Julienne, a quitté la direction générale de l'organisation et des soins pour partir à l'Élysée. Son poste est resté vacant pendant 9 mois et en fait, tout s'est cassé la figure. Il n'y a eu aucune lettre d'instruction, rien du tout. Mais il y avait des directeurs d'agences régionales comme Jean-Yves Graal, comme Didier Jaffre, Rhône-Alpes et Occitanie, qui étaient mobilisés. Beaucoup de directeurs d'hôpitaux qui sont souvent affiliés à des syndicats m'ont aussi dit: «Putain, mais on attendait ça depuis un moment, faut passer», et notamment, hein, c'est sur des hôpitaux qui sont ultra communautarisés. Parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez beaucoup d'hôpitaux maintenant, vous n'avez plus que des médecins. Voilà, on n'a pas voulu garder, on n'a pas tout fait pour garder des médecins hospitaliers français, donc vous n'avez plus que des Algériens. Alors c'est marrant, vous avez des hôpitaux où vous avez que des Algériens, que des Tunisiens, que des Marocains, que des Syriens. Et après, bah, c'est très difficile quand à coup ils décident de ne plus vouloir euh, avoir la laïcité. Bon, bah, d'un coup, alors il y en a qui le font, et généralement ceux qui le font, c'est les plus anciens, d'accord? Là, c'est difficile. Oui. Bien, je rappelle à nos amis que le rapport est accessible sur le site du CLR, il est, je crois même accessible sur le site donc, du ministère. Il doit y avoir Oui. un lien et vous devez pouvoir vous le procurer. Alors, on va prendre les questions, enfin quelques-unes. Une première, d'abord, constatation et question. Les faits religieux en milieu hospitalier sont très majoritairement dus au culte musulman. Les aumôneries chrétiennes, qui font un travail d'accompagnement remarquable, en subissent déjà les conséquences. Les budgets sont minimes, mi-temps pour catholiques, 10% pour les autres. Il existe par ailleurs dans notre pays des abus par des associations en 1901 pratiquant le culte musulman et bénéficiant de grosses subventions, et on n'en parle pas. Ma question, Monsieur Pelou, comment ne pas faire subir à toutes les aumôneries les dérives du culte musulman? Ah, c'est super compliqué. D'abord, je suis complètement d'accord avec ce constat. Euh, si vous prenez l'exemple et juste les faits, en fait, on ne parlait pas de tout ça il y a 30 ans, en fait. Et moi, je me souviens, vous aviez les aumôniers qui étaient là, bon, bah, qui faisaient leur job, bon, on ne disait rien. Là, ça a pris une envergure parce que l'islam a fait de sa religion une chose politique. Alors évidemment, quand on parle de l'islam, évidemment, on ne va pas mettre dans le même bain tous les musulmans, évidemment, hein. Il y en a beaucoup qui respectent la loi de toute façon, la quasi-totalité, mais on parle de groupuscule, et ils ont compris l'intérêt qu'il y a euh, à se baser sur le système sanitaire et social. N'oubliez pas que Baraka City, hein, la première chose qu'il faisait, il distribuait du couscous aux plus pauvres, hein. Et
voilà, ils en profitaient pour faire du prosélytisme. Et c'est vraiment de comprendre que notre quête, c'est pour éviter une mainmise politique sur le pays qui serait une mainmise religieuse. euh, vous avez raison. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'aumônerie catholique, quand on les a eus, mais je parlais, je parlais à un défenseur de la laïcité, sincèrement. Le représentant de l'aumônerie catholique, mais il n'y a pas de problème, et le soin, etc. Et tout ça. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un professeur universitaire d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Avicenne qui s'appelle Belloussif, qui a signé les accords du Ségur de la santé, qui représentait l'ensemble des médecins. Le gars, il fricote avec, en fait, les frères musulmans. Et il a signé une tribune il y a quelques semaines dans Le Monde pour dire qu'il fallait absolument pas toucher à la loi sur la fin de vie. Hmm. Le gars, le gars est quand même patron d'un syndicat d'universitaires en France. Et ouais, enfin, j'ai l'impression que je suis tout seul à dire non, mais vous avez vu à qui vous faites signer les textes, quoi. C'est pas rien. Oui, la solitude qu'a connue Gilles Kepel et Jean-Pierre Aubin. Alors, il semble que sur le site du ministère, nous dit un ami, le ministère de la Santé, c'est la charte de la laïcité de 2007 qui est publiée, alors qu'une mise à jour a été faite en 2021. Bon. Oui, alors c'est normal, c'est le ministère de la Santé, hein, ne vous étonnez pas. Voilà. Bon. Voilà. Patrick, une question. Est-ce que ta conception du principe de laïcité a évolué au cours de la rédaction du rapport? Ah non, pas du tout, non, non. Et j'ai toujours été profondément sur la laïcité, notamment quand j'écrivais à Charlie Hebdo, et où la défense de la laïcité était vraiment quelque chose d'hyper important pour Charles et moi, et pour quelques autres aussi. Et c'était quelque chose, ça l'a, je comprends le sens de la question, et si vous voulez, en fait, ça l'a renforcé. C'est-à-dire que la laïcité, quand il y a eu la loi 1905, d'accord, qui naît en fait de la loi de la loi de 1871 de la Commune de Paris, elle s'appuie beaucoup sur le soin. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des applications au moment de la Commune de Paris, hein, la Commune est prononcée, etc., ils appliquent la laïcité et ils commencent à dire, bon, bah, écoutez, les sœurs et les moines qui soignent dans les hôpitaux, dehors. Et puis là, c'est le directeur, à l'époque, Camille Treillard, qui est le directeur de la PHP, qui arrive, qui dit: «Non, mais attendez, si vous enlevez les religieuses, on ne soigne plus personne». Bon, elles se soignaient comme elles pouvaient, mais elles soignaient. D'accord, bon. Donc du coup, ils sont revenus en arrière et ils ont dit, c'est les premiers à dire: «Vous soignez, mais sans signes ostentatoires». Donc évidemment, ils ne pouvaient pas les changer parce que c'était une crise économique monstrueuse, mais elles gardaient leur truc, mais elles avaient enlevé les voilettes et elles mettaient des écharpes rouges autour des crucifix, des goupillons, des machins, des trucs. Bon. Donc c'est de là ça naît. Et quand il y a la loi 1905, il faut savoir que les députés médecins sont les plus ardents défenseurs de la laïcité. Pour quelle raison? Parce que vous ne pouvez pas développer la science et la recherche sans la laïcité. N'oubliez pas, hein, que serait l'opposition qu'il y a eu avec la loi Veil sur l'avortement, c'était une opposition religieuse. Hein. Quelles sont les oppositions à l'heure actuelle concernant la fin de vie? Ça va être des oppositions religieuses, d'accord? Alors que vous avez tout un développement scientifique sur la procréation, sur la fin de vie qui est importante à aborder. Et c'est pour ça, alors évidemment, nous avons un président de la République qui, bien sûr, fait marche arrière, comme d'habitude, hein, en même temps, donc il ne veut plus se mouiller, mais le débat sur le suicide assisté dans vraiment certains cas, etc., il faut le mener. On ne peut pas laisser des gens qui sont avec des cancers effroyables, etc., qui n'en peuvent plus, qui machin, se dire bah, je vais aller en Suisse, payer des milliers d'euros pour avoir une fin de vie à peu près digne. Voilà, donc c'est tout ça à voir. Et c'est vrai que ma conception de la laïcité, elle est beaucoup plus combative et il faut remettre de la laïcité
non pas qu'à l'hôpital, mais sur l'ensemble, à ce que disait Madame la sénatrice, sur l'ensemble du système de santé. Oui. Oui, je rappelle simplement qu'avec nos amis de l'UFAL, nous avons organisé quelques manifestations autour de cette question pendant justement ce débat qu'a lancé le président de la République, avec au départ des intentions qui semblaient nous satisfaire, et puis progressivement on s'aperçoit que la chose ne sera pas aussi facile que cela. Patrick, est-ce que dans les unités de soins palliatifs, il y a une présence plus massive de cette présence radicale? Alors oui, alors radical non, mais ipso facto elle y est parce que si vous voulez, c'est, la fin de vie, heu, on ne sait pas comment on réagira et vous avez beaucoup de gens qui d'un coup ont besoin de croire, en Dieu. Il y a je dirais c'est plus d'ailleurs un effort de spiritualité et cetera, une preuve d'amour des autres, qu'il faut accompagner. Et c'est vrai, si vous voulez, c'est vrai, hein, ça c'est très net. Souvent avec des aumôniers, vous avez une relation parce qu'ils ont le temps d'aller écouter, de parler et cetera. Le personnel n'a pas forcément le temps de le faire. Donc du coup, mais ils sont, très présents, c'est comme dans les dans les services de cancérologie aussi, hein, ils sont très présents et ça soutient les familles. Ça c'est sûr, ouais. Une question très pratique. Comment et à qui puis-je, en tant qu'usager, déclarer, pardon, oui, c'est ça, déclarer une dérive? C'est le numéro vert, hein, je ne l'ai plus en tête, c'est le numéro vert d'appel sur le radicalisme qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le vert de 8 heures à 18 heures, qui marche très, très bien et vous pouvez, les signaler, hein. Il est, gratuit, vous ne serez pas, c'est anonyme et gratuit, c'est pas de la dénonciation, c'est un signalement. Parce que ça ne conduit pas à des opérations. Alors, bien sûr, ils ont deux trois histoires de chasse où ils sont allés chercher, des foldingos, évidemment, mais c'est en gros, c'est juste une précaution, par rapport au radicalisme. Mais vous trouvez le numéro vert, de radicalisme sur Oui. internet. Et alors, une autre question, avez-vous constaté des dérives liées à d'autres croyances que l'islam, les évangélistes par exemple? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah bah, ça c'est connu, hein. La crise qu'il y a eu, vous avez vu aux Antilles au moment du covid, où il y a eu des manifestations, surréalistes, les anti-vaccins et cetera. En fait, vraisemblablement, c'est les évangélistes qui avaient monté un coup, de mobilisation contre l'État, hein, hein. Ça paraît évident, hein. Il ne faut pas les oublier ceux-là, hein. Vous savez, c'est comme les scientologues, hein, ils sont surpuissants, ils font pas beaucoup de bruit. Vous verrez, hein, je ne veux pas faire les Cassandres, mais vous verrez à mon avis, de toute façon, on va réentendre parler à la fois des Tchétchènes et des Pakistanais en France sur le radicalisme islamique, hein. Mmh. Et quelle a été la diffusion de ton rapport, Patrick? Est-ce que, d'abord, est-ce qu'on peut le faire connaître sur les réseaux sociaux? Sûr. Euh, Il, oui, a- il est sur le site du ministère depuis mars quand je l'ai remis. Et quand je l'ai remis, j'ai eu peur de 2 choses. J'ai eu peur à la fois, de l'extrême gauche qui crie, à cette espèce de bêtise et de conception de l'islamophobie, d'accord, qui n'existe pas, comme dit, Elisabeth Badinter. Heu et une deuxième chose qui était l'extrême droite, pour dire: «Ah voyez, machin», et donc en fait, voilà, il va falloir apprendre qu'il y a une troisième voie qui est possible mmh, et mais il a absolument pas été diffusé. Je vous dis, tout s'est arrêté et tout est figé et je suis émerveillé de voir les réflexions qu'il y a dans les transports, dans la police, dans l'éducation nationale. Vous voyez, le ministre de l'éducation nationale essaye de se mobiliser. C'était pas gagné, il essaye de se mobiliser, mais la santé, rien du tout. Et et c'est vraiment, des choses importantes parce que si vous voulez, enfin, et moi comme beaucoup, pour en avoir encore parlé, avec Zineb El Razoui l'autre jour, mais voilà, c'est quand même le monde à l'envers. Vous voyez ces femmes iraniennes qui enlèvent le voile, qui ont une soif de liberté, et nous, en France, on vous explique, hein, les Sandrine Rousseau et autres vous expliquent que la liberté, c'est justement de porter le voile. Non mais c'est mmh, fou, et vous voyez ces étudiants et ces jeunes collégiens dans les lycées
qui protestent parce qu'ils veulent rentrer dans les écoles avec des signes ostentatoires. Ben, vous allez voir que ça, de toute façon, vous allez l'avoir dans les établissements de santé. Et c'est épouvantable. Il y a une véritable bataille intellectuelle et de mobilisation des masses qui est vraiment à faire, hein. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues à l'encontre des soignants qui ont signé la charte de la laïcité qui ne la respectent pas? Alors, c'est des sanctions disciplinaires. Alors, il y a deux voies. Il y a 2 voies. Vous avez la voie, ils sont contractuels, ils n'ont pas respecté, bah, ça peut être une voie après les sanctions disciplinaires à un licenciement. Ça arrive. J'ai eu, Martine Aubry l'autre jour qui m'appelait pour me, féliciter sur, les prix de la laïcité qui ont été attribués l'autre fois. Et Martine Aubry me disait: «Bah, moi, j'ai licencié». Elle a licencié deux accompagnateurs dans des établissements de santé, et éducateurs plus exactement, qui avaient refusé de faire la minute de silence pour Samuel Paty. Vous voyez, donc Martine Aubry quand même, voilà, elle se bat quand même, hein. Bon, heu et sinon, s'ils sont titulaires, et ben, c'est des sanctions disciplinaires, donc ils peuvent être, alors il y a tout un panel de sanctions disciplinaires, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs questions là. En tant que maître de stage en cabinet privé, est-il légal de faire signer aux étudiants la charte de la laïcité? Heu, Bah, ça dépend le statut qu'a le Oui. stagiaire. Vous voyez, s'il a une contractualité, à mon avis, je ne suis pas juriste, hein, mais s'il a il y a une contractualité et que, le médecin exige d'avoir la charte de laïcité, il peut parfaitement le faire signer puisque c'est lui le maître de stage. Donc quelque part, il a une délégation, de responsabilité, hein. Voilà, mais ça, faudrait peut-être demander, à des juristes. Mmh. Alors, une observation, actuellement, il semble que seuls 22% des établissements hospitaliers aient un référent laïcité. Oui. Heu, Nous dit-on, la PHP semble même vouloir nommer une seule personne pour l'ensemble de l'institution. Si de l'intérieur, il y a si peu de motivation, comment faire? Est-ce que la PHP est vraiment, sensibilisée à la question? Ah, c'est difficile parce que d'un coup, les c'est super, super compliqué. Une personne, je pense que ça suffit. Si elle a de bons relais dans les hôpitaux, il y a pas besoin de 15 000 personnes parce que vous voyez le sujet, il est naissant, mais il faut qu'on le casse à la naissance, d'accord? Faut tac, machin. Bon, si on reste comme ça, le truc va être exponentiel, et très rapide, donc ça sera très compliqué. Mais je pense qu'une personne est bien, mais il faut vraiment une personne qui a envie. Il ne faut pas qu'ils nous mettent la personne dont ils ne savent, parce que l'AP-HP, ils ont l'habitude de faire ça, de mettre la personne qu'ils ne savent plus où mettre, vous voyez? Et Oui. le placard, vous voyez? C'est faut quelqu'un qui soit, parce qu'il y a des hôpitaux, mais vous savez, c'est même protéger les personnels, hein. Quand vous prenez, les hôpitaux d'Avicenne, Mondor, heu, il faut défendre l'hôpital public, hein. C'est absolument majeur, hein, c'est majeur. Alors, nous avons un témoignage là d'un directeur de structure médico-sociale qui constate depuis peu des arrivées en groupe de stagiaires jeunes musulmanes voilées avec des robes religieuses. Il dit: nous sommes parfois démunis par les gouvernances institutionnelles, je suppose que ce sont les associations, qui hésitent à marquer une position ferme avec un risque de politisation. Le cadre simple des valeurs républicaines, des règlements intérieurs sont insuffisants. Cela peut poser des problèmes d'accompagnement et de soins des hommes avec troubles cognitifs ou jeunes adultes handicapés. Les refus de l'hôpital se déplacent sur les services des établissements médico-sociaux. Bien sûr. Là, c'est un secteur que tu devais. Bah, c'était la suite du rapport, hein, et si, je fais cette suite de rapport, il faut vraiment que je rentre en contact avec le Oui. monsieur qui vient de poser la question, c'est très important. J'ai reçu plein de témoignages comme ça. Non, non, mais c'est vraiment inquiétant, vous savez, c'est vraiment inquiétant, hein. Vous savez, ça reprend en fait, hein, ce un papier que Zineb El Razoui avait traduit des Frères musulmans il y a quelques années, d'Égypte, où il disait: «Le pays à conquérir en 1er en Europe, c'est la France». Parce que de toute façon, ils veulent une guerre sur l'Occident et cette guerre, elle commence par là.
ils envoient des femmes en habits de religieuses, voilà, puis d'un coup, elles vont faire leur sauce et puis d'un coup, si vous dites quelque chose, tac, vous êtes raciste. Oui, c'est Et ça. il faut faut pas avoir peur de dire: «Non mais je suis pas raciste, je fais appliquer, la laïcité». N'oubliez pas, hein, c'est un débat, hein, pour dire à tout le monde, c'est un débat que j'ai eu avec Gilbert et le comité, mais la laïcité est internationale. Il y a beau il y a la force qu'a eu le monde de l'islam, ça a été de faire croire que tout le monde du Moyen-Orient, du Maghreb, et cetera, ils sont tous musulmans. Non, c'est faux, il y a des crétins, il y a des chrétiens, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Alors, pour ceux qui se posent la question, je vous communique le numéro vert, hein, c'est le 0800 005 696. 0800 005 696. Alors, est-ce que ces préconisations laïques sont valables et applicables dans les classes, les universités, la police, l'administration, dans les mairies, etc.? C'est-à-dire, si on Alors, reprend l'ensemble des préconisations, peut-être adaptées à la culture de ces administrations. ce que j'ai réussi à faire, c'est que l'université valide ce sujet-là pour les étudiants en médecine, mais après, les autres administrations, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Et là, faut voir avec eux. Et concernant l'université, vous savez que c'est un débat qui est, qui est qui suit son cours depuis les lois Stasi, et souvenez-vous, en fait, comment, Stasi était moqué, notamment déjà par les partis de gauche, hein, et combien Stasi, en fait, avait raison, hein. Ouais. Ouais. Alors, une question, je n'arrive pas à la décoder. Est-ce qu'à Ciné Mensuel, on a lu ton rapport? Oui, 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 ils l'ont lu, et ça, c'est compliqué. Je suis un peu un satellite à ces mensuel. Bien. Et puis alors, nous avons des remerciements. Merci infiniment à Patrick Pelloux pour ses précisions et connaissances très importantes qui envoient des signaux au monde. J'ai réalisé un film, alors il s'agit de Jacqueline Messaouda-Gosselin. J'ai réalisé un film sur les aumôniers des prisons, de tous les cultes, beaucoup de points communs. Votre combat, ça s'adresse à toi. En tant que médecin au service de tous, c'est essentiel et vital pour notre société. Vous êtes un résistant. J'ai produit un film auquel vous avez participé, Toubib or not Toubib, de Béatrice Jalbert. Et bien sûr, alors je suppose que ça s'adresse à nous. Merci à vous qui avez organisé cette conférence. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Patrick, il ne me reste plus qu'à te remercier pour cette disponibilité. Hein. Super. Nous allons suivre cette affaire. Nous allons suivre cette affaire. Nous allons nous efforcer de rester en contact avec Jacqueline de Sagrigno, voir comment, dans les méandres des processus législatifs, elle va réussir à réveiller en quelque sorte ceux qui avaient l'intention de s'endormir sur ton rapport, hein, comme ils l'ont fait sur celui du rapport Aubin ou des alertes de Gilles Kepel et puis d'autres. Et puis, nous reviendrons très vite en espérant que, comme cela t'a été promis, ta mission sera étendue à l'ensemble du secteur médico-social et social. Voilà, mes amis, je vous remercie. Merci à toi, Patrick, et à très bientôt et bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.